Alors ce que vous allez voir, c'est un portrait du FPR. Vous n'allez pas voir beaucoup d'horreur, comme on a l'habitude de voir ces derniers temps. C'est un portrait du FPR tel qu'il veut se montrer, en tout cas. On regarde ce reportage signé Alain Destrel et Léopold de Guctener. Un village fantôme, dans un pays fantôme. Comme partout au Rwanda, les habitants ont fui l'avance du Front patriotique rwandais, le FPR. Ils s'appellent eux-mêmes les Inkotani, les invincibles, les indomptables. Leurs opposants les appellent les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs. Ce sont les enfants et petits-enfants des Tutsis qui ont fui les premiers massacres du Rwanda en s'exilant dans les pays voisins. Le noyau du FPR s'est créé au sein de l'armée ougandaise. Passant de 3000 hommes au départ à 18 ou 20 000, ils refusent maintenant le seul épithète de Tutsi. FPR égale une force nationale, vraiment nationale et patriotique. C'est vrai que nous avons commencé par avoir la plupart, la majorité de FPR comme Tutsi, parce que c'était les Tutsis qui étaient en exil. C'est comme ça qu'on a commencé à l'extérieur du pays. Mais maintenant, après 3 ans, nous sommes très très confiants que nous ne sommes pas, le FPR n'est pas un mouvement des Tutsis, c'est un mouvement de tous les Rwandais. Et je pense que maintenant, on peut dire que peut-être le combattant 40, pour ça peut-être des autres ethnies que Tutsis. Nous avons eu une histoire très difficile au Rwanda. Nous avons eu un problème politique. Nous avons eu une dictature militaire depuis 1972. Nous avons eu des cycles de massacres. Nous avons eu des réfugiés. Pour corriger tous ces erreurs dans notre histoire, il faut des gens qui sont vraiment déterminés, qui ont analysé, qui ont fait des analyses de la situation et qui se sont décidés de redresser ces injustices dans notre pays. C'est la motivation. Notre entraînement est à même fois politique et militaire. Nous avons des écoles de cadres. On commence par les enseigner, instruire dans la politique de notre pays, dans l'histoire, avant qu'ils commencent à utiliser des armes à feu. Ça veut dire que c'est la politique d'abord, et puis l'encadrement, la formation militaire. Byumba, la première ville dans le nord à être tombée aux mains du FPR. Une certaine nervosité, sans doute a-t-on signalé dans les parages quelques Ineramwe, des miliciens qui sévissent toujours, même dans les zones dites libérées. C'est dimanche matin à Byumba, la population de la ville, 10 000 habitants, a fui depuis longtemps. Elle est remplacée par des réfugiés. Tout d'abord, nous connaissons vos problèmes. Nous voulons leur trouver des solutions le plus vite possible et nous sommes prêts à résoudre les problèmes du Rwanda. Après la messe, un curieux prédicateur, le colonel Lizinde. Le FPR a installé une administration. Lizinde vient rassurer les personnes déplacées et leur faire la politisation, c'est-à-dire expliquer les buts du FPR. Lizinde est un ancien chef de la sûreté du président Habyarimana. Il a fait 10 ans de prison sous l'inculpation de tentative de coup d'État. Passé au FPR, il en est l'un des principaux responsables Hutus. Dans quelques jours, le Rwanda sera libéré. Non pas par le FPR seulement, mais par tous les Rwandais. Par tous les Rwandais. Parce que le FPR collaborera, même après la victoire de l'armée patriotique rwandaise, avec les autres partis politiques. Collaborera avec tous les Rwandais pour reconstruire le Rwanda, pour que demain, nous oublions tout le passé malheureux. Que le Rwanda soit réellement
un pays où coule le miel et le lait, et non pas le pays qu'on nous lègue le régime de Habyarimana, où coule le sang. En attendant ces jours meilleurs, le FPR doit gérer la catastrophe. Quelques rescapés des massacres peuvent être soignés dans l'hôpital improvisé par MSF à Byumba. Il a eu une blessure de coupe de machette dans la région frontale pariétale. J'ai une fille que nous avons prêtée. Il y a une amputation par machette. Il a trouvé dans un camp de morts, des cadavres. Le FPR se retrouve aussi à la tête d'une génération d'orphelins. La plupart ont été recueillis par les militaires. Enata, officier du FPR, a été chargée d'improviser un orphelinat. Elle accueille plus de 150 enfants. Elle est aidée par des volontaires, comme Antoine, un réfugié de Kigali qui, lui, n'a rien à voir avec le FPR. Leurs parents sont morts à la vue des enfants. Que cet enfant a été ramassé dans les cadavres. C'est un dépotoir des détritus de la ville. Alors, les Immiramwe et les CDR ont conduit des gens, les ont conduits jusque là-bas, environ 3000 personnes. Ils ont lancé des grenades là-dedans. Sur des enfants, sur des vieux, sur des jeunes, tout le monde. Alors, pour survivre, il fallait que tu sois sous le tas et qu'il y ait des morts par-dessus toi. C'est comme ça que ces 6 enfants ont été ramassés par les îles montagneux lors du passage en libération. Le travail des Immiramwe et des CDR, une autre milice. Comme chaque fois, la population en panique se réfugiait dans les églises. L'armée et la milice arrivaient. Il y a eu 10 000 morts à Rukara et dans les environs. Cela remonte à un mois. Alors on peut se demander si le FPR ne se complaît pas à montrer les atrocités de l'ennemi. Sinon, pourquoi tant tarder à en faire disparaître les preuves? Nos forces sont très occupées au front. Nous n'avons pas assez de troupes pour enterrer tous ces morts. Maintenant, nous allons mobiliser les civils depuis qu'ils reviennent dans les villages. Ils vont être mobilisés pour enterrer ces corps. Mais en même temps, c'est un témoignage. Un témoignage du massacre. Oh, il y a déjà assez de témoignages. Beaucoup de journalistes sont déjà venus voir ces corps. On ne peut pas les garder comme témoignages. Dernier point de contrôle avant Gako. Gako est un camp militaire de l'armée rwandaise que vient de prendre le FPR. C'est maintenant le repos du guerrier. Gako est une victoire importante. Tout le sud-est du pays est ainsi tombé aux mains du Front patriotique. La tactique est toujours la même, encercler, harceler à partir de positions très mobiles, mais en laissant toujours une porte de sortie pour que l'ennemi, démoralisé, vide les lieux. Nous n'avons pas eu beaucoup de résistance ici. Et où sont les troupes gouvernementales maintenant? Elles sont à peu près à 15 km d'ici. Oui, dans cette direction. Dans la commune de Njenda. On se bat là-bas. En ce moment même, on se bat. Nous avons demandé d'aller à Njenda. On nous a dit que ce n'était pas possible. L'intérêt de la tactique du FPR, c'est de récupérer des installations intactes et un butin considérable en armes et en munitions. Le gouvernement rwandais est ainsi devenu le principal fournisseur du FPR. Au camp de Gako, le FPR nous a présenté un prisonnier. Prisonnier modèle dont le témoignage alimentera la propagande de la radio du FPR.
Il raconte bien évidemment qu'il est bien traité, qu'après l'avoir désarmé, on lui a fourni des vêtements propres, mais surtout que les FPR ne tuent pas ceux qu'ils capturent et qu'il n'y a pas de blancs qui combattent au sein du FPR. Il n'y a que des Rwandais, dit-il. Si on prétend qu'il y a des blancs, c'est parce que le FPR est fort et efficace. Il dit que leurs forces n'ont pas de morale. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais faire comme les soldats du FPR. Je vais les soutenir parce qu'ils sont corrects. On va lutter contre les massacres parce qu'il y en a eu beaucoup. Par exemple, je sais que ma mère a été tuée. Il y a beaucoup de prisonniers comme lui, ici? Il y a beaucoup de prisonniers. Mais ils sont quand même gardés quelque part. Et il vous faut une audience pour qu'on les approche. Nous avons demandé à voir les autres prisonniers. On nous a dit que ce n'était pas possible. Maintenant, les militaires rwandais du côté gouvernemental, ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi on se bat? Pourquoi mourir? Et vous savez, dans la guerre, on estime à 60 ou 70%. Le point déterminant, c'est le moral. Puisque le logistique, vous pouvez avoir toutes les armes et tout, mais perdre la bataille. Puisque si le militaire commence à se poser la question, pourquoi je dois mourir? Pourquoi je combats? Pourquoi tout ça? Et il fait ça, il se réfugie. C'est ce qui explique que dans 2 semaines, on a dû par exemple équiper presque la moitié du territoire. Parce que les militaires ne veulent pas se battre. Sur toutes les routes, des files de réfugiés. Un chassé-croisé de ceux qui fuient les massacres, de ceux qui fuient les combats, de ceux qui fuient l'avance du FPR, de ceux qui au contraire se réfugient en zone FPR et de ceux qui rentrent chez eux. Ça va dans tous les sens. Au Rwanda, tout le monde est déplacé. Dans des camps de réfugiés en Tanzanie ou au Burundi, ou plus simplement à l'intérieur du pays, des camps improvisés au bord de la route ou des occupations sauvages de villages abandonnés. Alors, le FPR regroupe. Il regroupe pour protéger contre les milices et pour essayer d'administrer. Car il faut gérer ce chaos. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a envoyé quelques tonnes de nourriture pour les 25 000 déplacés de la zone de Gaïni, dans l'est du Rwanda. C'est le FPR qui gère, c'est efficace. Est-ce que le FPR reprend une partie de l'aide alimentaire du PAM pour lui, pour les troupes? Non. C'est tel que c'est conçu, vous voyez. Je vous ai dit, hein, vous voyez, le chef de famille, les gens en charge, les denrées à distribuer, la signature, ça nous a été exigé par le PAM. Enfin, heureusement, ils avaient trouvé que nous avions en fait conçu un modèle comme ça, mais ils ont agréé. Ce qui fait que leur surveillance, leur contrôle ne peut pas laisser envoler voler si on en était un. Pour coordonner l'action humanitaire, le FPR a provoqué à son quartier général de Mulindi dans le nord une réunion des ONG qui opèrent à partir de l'Ouganda. La collaboration en général est bonne, mais le FPR tient à rester le patron. Nous avons donc entendu des ONG se plaindre de leur manque de liberté d'action et de mouvement. Nous avons expliqué la nature de cette guerre. Il ne s'agit pas d'une bataille simple entre 2 armées. Vous savez que le parti de l'ex-président Habyarimana avait dressé une milice armée. On nous dit qu'il y avait en moyenne 150 miliciens par commune, multiplié par 143 communes. Ça fait à peu près 15 000 répartis sur tous les territoires, avec des armes, des grenades qu'ils ont utilisées. Tous ces gens-là sont cachés encore dans la population et de temps en temps, ils se manifestent.
Nous avons des consignes de sécurité qui sont très strictes, qui s'appliquent à tout le monde. Même à moi, ça s'applique. Je ne vais pas où je veux. Je dois toujours signaler où je vais aller. C'est tout ce que nous demandons aux organisations non gouvernementales. Nous sommes en guerre. Les gens, les malfaiteurs dont nous parlons sont des gens qui ont tranché la tête à plusieurs milliers d'enfants. Ces criminels sont encore dans les collines. Le FPR nous présente un groupe de 22 miliciens prisonniers. Ils ont tous tué, sauf les 2 femmes qui n'ont fait que piller. Si nous n'avons jamais entendu de rumeurs sur des massacres perpétrés par le FPR, des témoignages font état de bavures, de disparitions inexpliquées et d'exécutions sommaires des miliciens responsables des massacres. Mais il semblerait que des directives récentes recommandent leur rééducation. En tout cas, comme pour le prisonnier de Gako, ces Interahamwe repentis servent la propagande du FPR. Ils vont passer à la politisation. Parce que ces gens sont innocents, ils sont manipulés par les politiciens. Pour eux, ce sont des petits paysans, ils sont innocents. Pour les politiser, les ramener à la raison. Il ne faut pas tuer quelqu'un parce qu'il est détenu de tel autre. Il faut leur dire que toutes les détenus doivent cohabiter au Rwandais, que nous sommes appelés tous des Rwandais. Qu'est-ce qui distribuait les armes? Le bourgmestre Senkware de la commune de Kayanza, le bourgmestre Gatete de la commune de Murambe et le colonel Rwaga Filita. On vous disait à quoi devaient servir les armes? Ces armes devaient tuer tous ceux qui étaient pour le FPR. Il n'y a que des Tutsis qui ont été tués? Non. Vous aviez la liste des gens à tuer, comment est-ce que vous saviez qui devait être tué? Tout dépendait des zones visées. Il y avait chaque fois un responsable dans la zone qui donnait la liste de ceux qui devaient être tués. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce que vous avez fait? Nous pensons que nous avons fait mal et qu'on nous a roulés. On ne connaissait pas la situation. Que pensez-vous du FPR maintenant? Nous pensons que le FPR devrait prendre le pouvoir au Rwanda parce qu'il pourrait sauver beaucoup de gens. Comme nous avons été sauvés, ils peuvent sauver le pays. Et la population, elle ne veut pas se venger sur eux? Ah non. On essaie de les mettre un peu à côté. Quand la population aussi, il y a des cadres politiques qui vont dans la population, qui vont dans des camps de réfugiés, qui enseignent la population à ne pas se venger. S'il y avait à se venger, les militaires devaient le faire premièrement, parce que tous ces militaires que vous voyez, ils ont perdu leurs parents ici. Leurs parents sont tués par ces gens que vous voyez, mais ils ne se vengent pas. Ils ont compris la politique du FPR. Sur les routes des territoires qui viennent d'être occupés par le FPR, nous nous posons quand même des questions, en voyant ce qui reste des files de réfugiés. Visiblement, ils se sont enfuis en abandonnant tout ce qu'ils emportaient. Parce qu'ils ont été attaqués par les Interahamwe du FPR. Peut-être. Mais peut-être aussi tout simplement parce que le FPR arrivait, nous dit un prêtre Tutsi. Les gens ont paniqué, il y avait la panique, et s'enfuyaient. Alors on disait c'est le FPR qui arrive. Il y avait effectivement plus ou moins 25 personnes qui étaient tuées. La majorité c'était des femmes. Parce qu'il y avait aussi une certaine propagande qu'avait faite Radio Rwanda. On disait que le FPR, quand il arrive, il tue. Alors les gens fuyaient. Et effectivement, les gens du FPR ont tiré sur ceux qui fuyaient. Eux-mêmes, les militaires du FPR, quand ils arrivent quelque part, ne sont pas sûrs. Et ils sont au combat, ils sont attaqués, ils doivent aussi se défendre.